Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle séquence de cours. Alors c'est la première séquence de cours qui n'est pas en direct, vous l'avez vu qu'on a repris les cours au lycée, afin que tout le monde puisse assister à ces séquences, ben, j'en fais en fait des séquences différées, ce qui vous permet en fait à tous de consulter ce cours dès que vous le désirez. Il est disponible sur YouTube, donc là au moment où je l'enregistre évidemment pas, mais je le mettrai en ligne la semaine prochaine et vous l'aurez en fait à disposition. Donc quand vous allez m'entendre, cette semaine se sera écoulée et vous aurez donc les nouveaux cours à disposition. Ces nouveaux cours sont simplement là pour qu'on termine notre programme, hein. Il reste, vous l'avez vu, trois séquences. Donc ces trois séquences seront postées sous la forme d'une vidéo YouTube. Elles vont intervenir assez rapidement et du coup en fait ça va permettre à tout le monde, même les personnes qui ne viennent pas en cours, de finir le programme de physique-chimie comme prévu. On fera d'ailleurs de même en SNT. Euh, Simplement pour rectifier un petit peu ce qui avait été prévu initialement, donc les dernières thématiques que nous abordons ici, ce sont des thématiques qu'on abordera sous la forme de... Alors, il reste en fait un cours, c'est celui-ci, hein, sur la loi d'Ohm. Il reste une séance de travaux pratiques sur la loi d'Ohm aussi, sa justification expérimentale. Et puis on fera une dernière séquence où on reparlera des capteurs. On fera en fait, on refera des choses qu'on a déjà fait en SNT cette année. On va revenir là-dessus et creuser un petit peu le sujet. Alors, pour l'instant, séquence du jour, séquence 54. On va parler de la loi d'Ohm, cette loi d'Ohm que vous avez certainement déjà eu l'occasion de traiter pour certains d'entre vous quand vous étiez au collège. Donc simplement là, on va généraliser un petit peu cet usage à tout le monde. On va notamment dans cette partie 54 traiter des principaux mots-clés qui sont la loi d'Ohm en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que la loi d'Ohm? Qu'est-ce qu'elle permet de faire? On parlera aussi des conducteurs ohmiques, qui, on le verra dans le chapitre, sont en fait simplement des dipôles qui suivent cette loi d'Ohm. Ce ne sera pas le cas de tous les dipôles, mais ceux qui suivent cette loi d'Ohm, qui répondent, qui permettent d'avoir les résultats que prévoit la loi d'Ohm. On appellera ça des conducteurs ohmiques. Et puis on parlera aussi, on dira un petit mot de l'utilisation des capteurs. On aura l'occasion de plus détailler cette partie dans le dernier TD 56 que je vous mettrai en ligne assez rapidement aussi. Avant de commencer le contenu et de parler de la loi d'Ohm, on va jeter un petit coup d'œil à la diapo d'introduction que je vous ai mise à disposition. Alors c'est évidemment toujours un petit peu les mêmes choses, les mêmes éléments que je vous présente, hein. Diapo d'introduction. Ici, si je vous pose la question qu'est-ce que vous avez en photo, bah, normalement la plupart d'entre vous devraient me répondre c'est une résistance chauffante. Et effectivement, c'est le terme qui est utilisé. On parle communément donc de résistance chauffante, même si en réalité, vous voyez que cette résistance chauffante, ici c'est une résistance chauffante utilisée dans une machine à laver. Cette résistance chauffante est en réalité un résistor. Donc on l'a vu dans le cours précédent, un résistor, qu'on appelle aussi communément une résistance, hein, et là spécifiquement résistance chauffante. Un résistor, c'est simplement en fait un conducteur, ici qui est un conducteur métallique, qui possède une certaine capacité à limiter le courant et à transformer en fait l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. Et c'est exactement ici le rôle essentiel de cette résistance chauffante de machine à laver. Lorsque vous allez faire passer du courant dans cette résistance chauffante, hein, donc ces résistances chauffantes sont faites pour être branchées sur la prise de courant. Si vous avez déjà eu l'occasion d'assister à l'installation d'une machine à laver chez vous, bah, vous êtes certainement rendu compte que cette machine à laver, bien évidemment, comme tout appareil électrique, se branche sur une prise de courant. En fait, cette prise de courant, elle permet d'alimenter essentiellement deux éléments de votre machine à laver. D'abord le moteur, qui permet évidemment de faire tourner le tambour et de laver votre linge, mais elle permet aussi de chauffer l'eau qui arrive à votre machine à laver. Et c'est le rôle de la résistance chauffante. Si vous avez eu l'occasion déjà de voir comment est branchée l'eau sur votre machine à laver, vous avez certainement pu vous rendre compte que il n'y a qu'un robinet d'eau froide d'arrivée. Il n'y a pas d'eau chaude, donc vous ne prélevez pas d'eau chaude dans votre installation pour mettre dans votre machine à laver. C'est la machine à laver elle-même qui va en fait chauffer l'eau froide qui est mise à disposition à des températures qui, selon les programmes, seront de 30, 40, 60, 90 degrés, hein, selon le type de linge que vous aurez à traiter. Voilà, donc ça c'est un exemple de conducteur ohmique qui suit justement la loi d'Ohm. Alors on va avoir l'occasion justement
creuser un petit peu cette notion dans les diapos qui viennent. Alors, on va dire un petit mot de cette loi d'Ohm. On va commencer peut-être directement par la formule qui a été établie en travaux pratiques. Donc on va la redonner simplement, cette loi d'Ohm. Et on va du coup définir aussi clairement ce qu'est un conducteur ohmique. Alors la loi d'Ohm, je vous présente ça sous la forme d'un petit schéma ici. J'ai représenté sur ce schéma, vous le voyez, un résisteur R. Et puis j'ai fait figurer, vous le voyez, le sens de circulation du courant. Donc évidemment, il faut considérer que ce résisteur il est branché dans un circuit. Ici, je ne me soucie pas de ce qui alimente le résisteur. Si c'est une résistance de machine à laver, c'est juste en fait la prise de courant. Donc c'est juste un générateur branché autour du résisteur. Mais ça peut être plus complexe généralement. Vous avez parfois des systèmes de protection, des disjoncteurs, des éléments supplémentaires, des interrupteurs qui se rajoutent à tout ça. Mais disons, le circuit le plus simple, c'est brancher directement ça aux bornes d'un générateur pour que du courant circule, traverse ce résisteur et lui permette de transformer toute l'énergie électrique qu'il reçoit en chaleur. C'est le principe même de ces résisteurs. Et puis j'ai fléché aussi à côté, vous le voyez, la tension aux bornes de ce résisteur que j'ai noté ici UR, en respectant toujours la convention habituelle. La tension fléchée positive ici est fléchée en sens inverse du sens du courant. C'est la convention récepteur qu'on a vu déjà dans le chapitre précédent. Et comme le résisteur est un récepteur, eh bien il suit évidemment cette convention. Alors, que nous dit la loi d'Ohm? Alors, cette loi d'Ohm est une relation relativement facile à mémoriser qui permet de faire le lien entre les trois grandeurs qui apparaissent ici sur le schéma d'à côté. L'intensité I du courant, exprimée en ampères, la tension UR aux bornes du résisteur, exprimée en volts, et puis la résistance, exprimée en ohms, de ce résisteur que vous avez ici. Donc ici, vous voyez que la lettre R sert à la fois à noter le résisteur en lui-même, et sert aussi à noter sa résistance, qui est en fait sa capacité à freiner, à empêcher le passage du courant. Plus la résistance est grande, plus le courant qui va passer par le résisteur sera petit. Alors que dit cette loi d'Ohm de façon générale? Elle dit simplement en fait que lorsque vous avez un composant qui est ce qu'on appelle un conducteur ohmique, vous avez une relation de proportionnalité entre la tension U à ces bornes et l'intensité du courant qui traverse ce conducteur ohmique. Et on voit en fait que le coefficient de proportionnalité ici, la lettre R, c'est ce qu'on appelle en fait la résistance. Ici évidemment, dans mon exemple particulier, il faudrait, si je veux appliquer la loi d'Ohm à cette situation, je vois que je peux garder le R et le I tels qu'ils sont indiqués, mais simplement ici, vu que la tension a été notée U indice R, je la noterai aussi U indice R. Et donc là, vous avez simplement l'application de la loi générale, loi d'Ohm, à ce cas particulier que nous avons ici en image. Je me permets juste de rappeler quelques éléments pour les gens qui auraient éventuellement oublié. Alors V, c'est le symbole du volt, unité de tension. Le grand A, c'est le symbole de l'ampère, unité d'intensité du courant électrique. Et le oméga, que vous avez ici, alors je vous le marque en fait, c'est un oméga, lettre grecque oméga, majuscule. S'exprime donc en ohm. Donc l'ohm, c'est le nom de cette unité de résistance électrique, et oméga, c'est la lettre utilisée pour représenter cette résistance. De la même façon que A est utilisé pour les ampères et que V est utilisé pour les volts. Voilà, et on va ensuite préciser simplement en fait que cette loi d'Ohm que vous avez ici, elle s'applique pour un certain nombre de composants électroniques, pas tous. Pas tous. Et en fait, on considère que tous les composants électroniques pour lesquels la tension à leur borne est proportionnelle au courant qui les traverse, on appelle ça des conducteurs ohmiques, parce que justement, ils suivent cette loi d'Ohm. Donc je le précise ici, les conducteurs ohmiques
sont des... Alors on va parler de dipôles, parce que généralement on a des dipôles en électricité, hein, donc des composants à deux pôles. Les conducteurs ohmiques donc sont des dipôles qui suivent, ou qui respectent, si vous préférez, hein, la loi d'Ohm. On peut préciser qu'ils possèdent donc tous une résistance qui leur est propre. Dans l'immense majorité des situations, cette résistance est constante. Mais dans certains cas particuliers de conducteurs ohmiques, on peut modifier cette résistance ou sous l'effet éventuellement d'un paramètre extérieur, sous l'effet de la température, sous l'effet de la lumière, sous l'effet du son. Ben, vous avez des composants qui peuvent voir leur résistance changer. Hein. Rappelez-vous de la thermistance qu'on avait utilisée en SNT pour la partie sur les objets connectés. Hein. Ben, cette thermistance que vous aviez analysée en cours, ben, cette thermistance en réalité c'était en fait un conducteur ohmique, mais qui se comportait comme un conducteur ohmique à partir du moment où la température est fixée. Parce qu'on a vu que sa résistance, elle n'était pas constante. Sa résistance variait avec la température. Ce n'est pas le cas des autres résisteurs habituels. Mais sachez simplement que dans certains cas, certains conducteurs ohmiques ont besoin d'une condition supplémentaire pour être conducteurs ohmiques. Voilà, alors je vais poster une petite question qu'on va traiter ensemble, qui est une application directe de cette loi d'Ohm. Donc on reprend l'exemple que j'ai représenté en premier sur ma diapo ici, avec un résistor traversé par un courant dont on vous donne ici l'intensité, hein, donc 56 mA. Donc là évidemment il faut faire le rapprochement entre les 56 mA que vous avez ici et puis l'intensité, évidemment, et puis la valeur que vous avez en volts en dessous, les 2,63, ben ça c'est la tension. Ça sera le U dans la formule. Donc à partir du moment où on a identifié tout ça, hein, donc le I et puis le U, bon, je vais peut-être simplement je vais les rajouter ici. Hein. Donc ici, vous avez I, et ici, vous avez U. Voilà. Et donc je vois que dans la loi d'Ohm, j'ai trois inconnus. Ben, il y en a deux qui ont été levés ici. Il n'en reste plus qu'une, c'est la résistance. On voit bien que c'est ça qu'on me demande ici de calculer. Donc je vais appliquer directement la loi d'Ohm. On écrit les choses comme ça. Hein. On applique la loi d'Ohm, vu qu'il s'agit que le composant en question est un conducteur ohmique. Ça m'autorise du coup à appliquer cette loi. Ça veut dire en fait que cette loi va donner, lorsqu'on l'applique de façon mathématique, donner des résultats qui sont similaires à ceux qu'on observera lors de l'expérimentation. Conducteur ohmique parce que c'est un résistor. Je me permets de le rappeler ici. Hein. Les résistors sont des conducteurs ohmiques et donc suivent la loi d'Ohm. Donc évidemment, je vais commencer par écrire la loi d'Ohm telle que la formule la donne. Hein. Donc U égale RI. Ensuite, évidemment, je vais isoler d'abord mon inconnu avant de remplacer par des valeurs. Ici, je vois que ce qu'on me demande de calculer, c'est R. Et donc, je vais simplement faire l'effort ici, comme je dois toujours le faire, de faire apparaître l'expression donc de cette résistance. Ça me donne la chose suivante. Hein. R égale U sur I. Et vous avez le droit maintenant de remplacer successivement I et puis U par les valeurs que donne l'énoncé. Et on fait ça donc par la suite. Donc je remplace U par les 2,63, valeur en volts. Et là, il faut faire attention parce que j'ai une intensité en milliampères. Donc rappelez-vous, hein, on l'a marqué au-dessus, hein, ça apparaît encore ici. Hein, l'intensité va être en ampères dans la loi d'Ohm, hein, pour qu'on ait une résistance en ohm. Sinon, vous allez faire un calcul qui ne vous donnera pas une résistance en ohm. Et donc évidemment, ici, je fais l'effort de convertir en ampères cette résistance. Je remplace le préfixe petit n qui veut dire milli ici par la puissance
de 10 correspondantes, fois 10 exposant moins 3. Et je fais ensuite le calcul. Donc 2,63 divisé par 56 fois 10 exposant moins 3. Et j'obtiens comme résultat, alors, une valeur donc, je vais conserver ici une précision à deux chiffres, de 47 ohms. Donc je complète ici mon résultat en disant donc que ça fait alors, il faut que je modifie simplement que j'intègre mon oméga dans tout ça. Alors, je vais juste retrouver le symbole dans la liste des symboles. Et dès que c'est fait, je vous donne ça. Ouais, j'arrive pas à le retrouver dans la liste. Et le code que j'ai écrit n'est pas le bon. Il doit manquer certainement une accentuation quelque part sur mon oméga. Pas grave. On va trouver une petite astuce pour faire ça. Donc valeur de 47 et je vais simplement rajouter une petite boîte à côté où je vais mettre l'unité. J'insère un caractère spécial ici qui sera donc la lettre grecque oméga majuscule. Voilà, on va juste adapter un petit peu la taille. Voilà, on va faire comme ça. Voilà pour le résultat. Donc 47 ohms. Je me permets simplement de rappeler que ici vous devez conserver une précision à deux chiffres et pas plus, parce que vous le voyez dans le calcul, vous avez en fait un U à 3 chiffres, 2, 6, 3, et un I à 2 chiffres, 5 et 6. Et vous vous rappelez que lorsqu'on fait un calcul comme ça, on garde pour le résultat final autant de chiffres que la grandeur utilisée la valeur utilisée qui en avait le moins. Donc ici j'en conserve 2. Donc 47 ohms. Voilà. Donc retenez simplement cette petite méthode de résolution, elle est habituelle, hein, il n'y a pas d'exception à ce qu'on fait habituellement, mais rappelez-vous, hein, commencez par préciser quelle loi vous appliquez, justifiez le fait que vous pouvez ici l'appliquer, hein. C'est un résisteur, donc un conducteur ohmique, donc je peux appliquer la loi d'Ohm. Et puis ensuite, évidemment, vous écrivez cette loi, vous isolez votre inconnu et vous faites l'application numérique en respectant pour le résultat l'unité et les chiffres de précision. Bien, on va passer à la diapo suivante. On va parler de la caractéristique tension-intensité. D'un dipôle, de façon générale. Alors, lors du TP, si vous n'avez pas encore regardé la vidéo du TP, je vous invite à le faire en priorité, parce que ce que nous avons traité ici, c'est en fait un résumé des éléments qui ont été obtenus lorsqu'on a effectué ces tracés de caractéristiques lors du TP, qui est en fait le TP, c'est le TP 55, hein, donc le numéro, il y a un petit peu un décalage entre les numéros, parce que ça c'est la séquence 54. Bon, peu importe à la rigueur, hein, on peut très bien aussi faire ça tout de suite maintenant, et vous pourrez jeter un coup d'œil ensuite à la caractéristique qu'on a obtenue en effectuant des mesures. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une caractéristique tension-intensité d'un dipôle? Donc, cette caractéristique, vous le voyez, c'est une courbe qui fait apparaître sur les deux axes, d'où son nom, tension-intensité, hein, sur l'axe des ordonnées, hein, celui qu'on cite ici en premier, la tension aux bornes du dipôle, U en volts, et l'intensité que vous retrouvez ici sur l'axe des abscisses, valeur en ampères.
on a vu lors du TP que lorsque le dipôle était un conducteur ohmique, eh bien qu'on avait en fait, on le voit ici, une forme très particulière de cette caractéristique, hein, une forme très simple, ce qu'on appelle en mathématiques en fait une fonction linéaire, hein, qui aboutit, on le voit, à une courbe qui est une droite qui passe par l'origine, et qui traduit, on le voit, une proportionnalité entre la tension et l'intensité. Hein. Donc ça, je vais remettre le petit raisonnement, hein, que j'ai fait un peu vite ici. Hein. Donc, on commence par la courbe. Hein. D'abord, qu'est-ce qu'on voit? Observation. La courbe est une droite qui passe par l'origine. Conséquence de tout ça, la tension U est proportionnelle à l'intensité I. On peut dire aussi que, une autre façon de dire les choses, ça intéressera surtout les... Bah, ça vous intéressera tous l'année prochaine, parce que vous allez faire des tracés de courbes comme ça en enseignement scientifique, comme en spécialité physique-chimie. Hein. Donc une autre façon de dire les choses, hein, c'est de dire simplement en fait que U est une fonction linéaire de I. Voilà, c'est similaire à l'indication sur la proportionnalité. Donc ça, normalement, ce sont des choses que vous avez vues en mathématiques et que vous devriez normalement savoir utiliser. En tout cas, l'année prochaine, on vous demandera de connaître ces petits raisonnements ici. Hein. On les a fait suffisamment de fois cette année quand on a tracé des courbes en TP. Vous les avez vus aussi en mathématiques, ces notions de droite qui passe par l'origine, de proportionnalité, de fonction linéaire. Hein. Certainement plus encore au collège qu'au lycée. Et donc on voit que cette situation qu'on a ici, hein, je vais la mettre en caractère gras, cette situation de proportionnalité entre la tension et l'intensité, et bien ça, on voit que c'est en fait propre à tous les conducteurs ohmiques. Ce que la loi d'Ohm montrait tout à l'heure, hein, U égale R fois I, ben, le fait d'écrire U égale R fois I, ben, ça veut dire déjà dès le départ que U est une fonction linéaire de I, ce que montre aussi la courbe que vous avez ici. Donc on le voit dans cette situation, ben, on obtient en fait une caractéristique tension-intensité qui est propre à celle ici des conducteurs ohmiques, qui est donc une droite qui passe par l'origine. Si vous avez un autre composant qui n'est pas un conducteur ohmique, vous pourrez aussi tracer sa caractéristique, mais si ce n'est pas un conducteur ohmique, vous n'aurez pas une droite qui passe par l'origine. Vous pourrez très bien avoir une droite qui ne passe pas par l'origine, donc une fonction affine. Vous pouvez très bien aussi avoir une droite, enfin une courbe pardon, qui n'est pas une droite, fonction polynomiale ou autre. Ça aussi, ça arrive. Hein. Donc ça, évidemment, c'est le signe que votre composant que vous avez étudié n'est pas un conducteur ohmique dans le sens où il ne suit pas la loi d'Ohm. Alors, on termine avec une petite question là aussi, qui est la suivante. On vous demande ici de retrouver la résistance du dipôle dont la caractéristique a été représentée. Alors je pourrais même préciser ici que ce dipôle, évidemment, comme il possède une résistance, hein, là c'est un conducteur ohmique. Hein. Je le rappelle simplement ici, ça n'apporte rien de plus, mais ça permet de refaire le lien. C'est pas un dipôle n'importe lequel, c'est un dipôle particulier, c'est un conducteur ohmique parce que, on le voit, la caractéristique tension-intensité est une droite qui passe par l'origine. Alors, comment fait-on pour trouver la valeur de la résistance? On va déjà rappeler quelques éléments qui vont nous permettre de retrouver la façon de procéder. Voilà. La première chose qu'il faut rappeler, évidemment, c'est que la résistance, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est simplement ici le coefficient directeur de la caractéristique. Celle qui a été tracée au-dessus. Donc on va en fait simplement ici mesurer ce coefficient directeur en appliquant la méthode traditionnelle de la mesure d'un coefficient directeur d'une fonction linéaire. Alors, je vous rappelle la façon de procéder pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Hein.
Donc le principe est relativement simple, hein. Vous devez toujours passer un petit peu par les mêmes façons de procéder. Vous allez choisir un point de la caractéristique, n'importe lequel. De préférence, hein, quand ce sont des tracés expérimentaux, on vous conseille de prendre des points relativement éloignés d'origine, parce que ça permet du coup d'avoir une meilleure précision au niveau des résultats. Et puis on va simplement, une fois ce point choisi, on va en fait mesurer sa tension, enfin la tension correspondant à ce point, ainsi que l'intensité du courant qui circule dans ce composant. Donc ce qu'on fait dans la pratique, hein, vous vous rappelez, hein, on fait l'effort de rajouter sur le schéma, en pointillé, les coordonnées du point qu'on a choisi. Donc je vais changer un petit peu de couleur, histoire que tout ça soit correctement visible. Et effectivement, souvent pour ne pas confondre ces tracés avec les tracés des caractéristiques eux-mêmes, soit on les met dans une autre couleur, soit on les met sous la forme de tirets. Moi je fais les deux ici. Donc le point que j'ai choisi, allez on va l'appeler point A, pour être original, hein. Et puis je vais simplement ici faire apparaître de façon claire et précise la tension correspondant au point A. Alors on voit ici qu'on est à 12 volts, hein. Donc j'écris carrément en face la valeur de U que j'obtiens, et puis je fais de même pour l'intensité. On fait attention, hein, vous voyez qu'au niveau des intensités, on a gradué les axes par un pas de 0,2, donc valeur en ampères, 0,4, 0,6, 0,8. Donc ça c'est IA, donc 0,8. On peut même ici mettre un chiffre de précision supplémentaire, hein, parce que on peut aller à 2 chiffres, hein, au niveau de la précision du graphique, hein. On va mettre 0,80, ça va nous permettre au final d'avoir une valeur qu'on arrondira à 2 chiffres. Et donc ensuite, qu'est-ce que je fais? J'applique simplement la proportionnalité entre U et I, ou bien, si vous préférez, vous allez voir que ça va revenir en fait à appliquer la loi d'Ohm, hein. Et je dis simplement en fait que la résistance, je l'obtiens ici, comme on l'a fait tout à l'heure en exercice, en divisant UA par IA. Donc je vais carrément aller chercher ma formule, et je vais la coller à côté. Je vais simplement l'adapter, hein, en disant que c'est la tension du point correspondant au point A et l'intensité correspondant au point A aussi. Voilà ce que ça me donne. Et puis maintenant, je remplace par les valeurs que j'ai obtenues par lecture graphique. Donc 12 volts divisé par 0,80. Comme je suis ici dans les unités exigées, hein, je suis en volts et je suis en ampères, et je vais trouver un résultat qui sera en ohms. Alors, j'ai un oméga minuscule, il me faut un majuscule. Est-ce que je vais réussir à le trouver cette fois-ci? Ah, j'ai du mal avec les lettres grecques aujourd'hui, je les trouve plus dans mes listes. On va essayer comme ça. Non, toujours pas. Oh, je vais faire comme tout à l'heure, hein, tant pis, hein. Il faudra que je vérifie comment je peux faire pour intégrer un oméga. Pourtant, ce sont des choses que j'ai déjà faites, hein. Donc on y va, on met la réponse, hein. On trouve donc, si on fait ça,
15 ohms. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, on conserve une précision. Précision à 2 chiffres. Voilà. Voilà. Donc tout ça pour vous permettre de refaire un petit peu la mise en pratique de la mesure d'un coefficient directeur. Donc quand la fonction est linéaire, hein, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de prendre 2 points comme vous le faites de façon générale pour les fonctions affines, hein. Ici, je ne l'ai pas indiqué, mais en réalité, mon deuxième point, c'est l'origine. C'est pour ça que je ne fais pas une différence d'ordonnée, une différence d'abscisse. Donc je m'économise évidemment ça rapidement en prenant automatiquement l'origine comme étant un des 2 points que je vais choisir. Et donc automatiquement, je vois que ça me permet de faire un calcul direct sous la forme d'une simple division et j'obtiens la réponse à la question qui était posée. Voilà, on passe à la dernière diapo. On va dire un petit mot des capteurs. On aura l'occasion de revenir dessus lors de la séquence 56, travailler rigide sur ces capteurs-là. Je vais essayer de vous remémorer un petit peu ce qu'on avait fait en SNT au mois de janvier, quand vous aviez tracé la caractéristique d'une thermistance, et en particulier lorsque vous aviez tracé l'évolution de la résistance de cette thermistance en fonction de la température. Ben là, vous avez un autre exemple de composant qui sert de capteur, c'est ce qu'on appelle une photorésistance, hein. Donc le composant noté ici par une lettre P, c'est ici ce qu'on appelle une photorésistance. Vous voyez que le symbole de la photorésistance est très proche de celui du résistor, un simple rectangle. Mais on rajoute sur le côté, vous voyez ici, 2 flèches qui indiquent en fait que ce composant est sensible à la lumière. Ça, c'est une notation qu'on utilise de façon générale en électricité. Dès que vous avez un composant quelconque qui est sensible à la lumière, on rajoute ces 2 petites flèches à côté. Ça permet donc de voir que là, c'est pas une résistance, c'est pas un résistor classique, c'est ce qu'on appelle une photorésistance. Et puis les 2 schémas que j'ai fait ici sont destinés en fait à vous montrer que lorsque je place à proximité de cette photorésistance une lampe, et selon que cette lampe soit allumée ou éteinte, donc allumée c'est la première situation ici, et je vois que la tension aux bornes de cette photorésistance n'est pas la même. Ici on voit que dans l'obscurité, la tension est plus grande qu'en pleine lumière. Et ça c'est intéressant parce que ça va nous permettre en fait d'utiliser cette photorésistance comme étant en fait un capteur de lumière, pour la simple et bonne raison qu'on voit qu'une de ces caractéristiques, la tension à ces bornes, eh bien, elle est directement dépendante de l'éclairage ambiant. Et donc en fait on peut en faire un capteur de lumière, un capteur d'ombre, un capteur de présence, bref un ensemble de systèmes qui fonctionnent sur le fait que votre système doit en fait répondre à une modification de luminosité. Et donc évidemment, à la question qui est posée ensuite en dessous, quel est l'intérêt d'utiliser une photorésistance dans des circuits électriques? Vous voyez que cette photorésistance est un composant, hein. Donc on va y aller, hein. Un composant dont la tension à ces bornes dépend de l'éclairement. Elle peut donc être utilisée comme un capteur de lumière. Ou pour être un peu plus juste, plutôt que de dire capteur de lumière, qui est le terme qu'on emploie généralement, un capteur sensible à la lumière. Parce que la photorésistance n'a pas pour but de capter de la lumière, hein, mais simplement en fait de changer de comportement au contact de cette lumière. Voilà, et n'importe quel composant qui possède, on le voit, des caractéristiques, des tensions, une intensité qu'il traverse, hein, ou n'importe quelle grandeur électrique, si cette grandeur électrique est modifiée avec un autre paramètre physique, généralement ce système pourra servir de capteur, hein. Rappelez-vous
de la résistance de la thermostance qui, elle, dépendait directement de la température. Vous avez ici un système similaire, sauf que là, c'est pas une résistance qui est modifiée, c'est une tension, en tout cas dans l'exemple présenté. En réalité, si on pourrait très bien ici aussi mesurer la résistance de la photorésistance, on aurait aussi une valeur différente en fonction de l'éclairage. Mais là, dans l'exemple proposé, on préfère raisonner en termes de tension, pour vous montrer simplement qu'il n'y a pas que la résistance qui peut changer, mais n'importe quel autre paramètre électrique peut être modifié, l'intensité, la tension en particulier. Bien, bah écoutez, il est l'heure de passer à la synthèse du jour. On va faire ça. On va rappeler rapidement les quelques éléments qui sont à mémoriser concernant ce chapitre. D'abord, concernant l'introduction, on avait parlé des conducteurs ohmiques en disant que c'était d'une part des composants qui suivent la loi d'Ohm, mais que c'était aussi par conséquent, parce que l'un est la conséquence de l'autre, des composants qui avaient la particularité d'intégralement transformer l'énergie électrique qu'ils reçoivent en chaleur. On avait déjà parlé, vous savez que n'importe quel appareil électrique qui fonctionne, que ce soit un générateur ou un récepteur, il chauffe. Il chauffe. Il n'y a pas de choix. Tous les appareils électriques qui fonctionnent chauffent. Simplement dans des proportions plus ou moins importantes. Et puis certains sont faits pour chauffer. C'est le cas notamment d'un four électrique par exemple, d'un grille-pain, de la résistance de votre machine à laver. Tout ça c'est fait pour chauffer. Puis vous en avez d'autres qui chauffent parce que on ne voudrait pas forcément au départ qu'ils chauffent, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet Joule. Ça, vous en reparlerez l'année prochaine. Par exemple, prenez une télévision. Une télévision, son but n'est pas de chauffer. Et pourtant, quand vous faites fonctionner votre écran pendant quelques minutes et que vous passez votre main à l'arrière de l'écran, vous allez sentir un petit peu de chaleur. Preuve que cet appareil, lorsqu'il fonctionne, non seulement il met de la lumière sur l'écran, ça c'est son rôle évidemment principal, mais il y a une partie de l'énergie qu'il reçoit qui est aussi perdue sous forme de chaleur. Ensuite, deuxième élément, qui concerne ces conducteurs ohmiques. Donc, d'une part, ils possèdent une résistance, exprimée en ohms, et d'autre part, la tension à ces bornes suit la loi d'Ohm. C'est notre deuxième diapo. Ensuite, je dis un petit mot aussi de cette caractéristique tension-intensité, qui, dans le cas d'un conducteur ohmique, est une droite qui passe par l'origine, et qui traduit, on l'a vu, quand on développe un petit peu cet élément, qui traduit donc une proportionnalité directe entre la tension et l'intensité, ce qui est propre donc à tous les conducteurs ohmiques. Enfin, dernier point, concernant les capteurs. Un dipôle peut être utilisé comme un capteur lorsque la tension à ses bornes dépend d'autres paramètres physiques. Alors ces autres paramètres physiques, ça peut être, on l'a vu dans l'exemple de tout à l'heure, c'était la lumière, mais ça peut aussi être éventuellement la chaleur, comme c'était le cas de la thermistance qu'on avait étudié en SLT. Ça peut aussi être n'importe quel autre paramètre physique facile à mesurer autour de nous, qui peut faire varier du coup la tension. Et donc dès que vous êtes en face d'un dipôle pour lequel vous avez des modifications assez nettes de tension à ces bornes lorsque vous le faites fonctionner, en fonction d'un paramètre physique, le pH, la température, la chaleur, la lumière, bref, ce système devient en fait un capteur, peut être utilisé comme étant un capteur. Et on l'a vu, l'électronique aujourd'hui, on a vu ça en SNT notamment, les objets connectés sont tous à base de capteurs, souvent plusieurs capteurs, qui leur permettent en fait d'agir de façon autonome, plus ou moins autonome, pour tendre vers une forme d'intelligence artificielle. Voilà, alors comme d'habitude, si vous avez des questions, vous passez sur Discord, vous les déposez. On se donne rendez-vous, il restera une dernière séance à vous présenter sous la forme d'un cours. Très bientôt.